Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, je vais vous parler de menaces cyber sur vos cryptos, les risques de vous faire pirater. Il y a un nouvel outil qui a été publié, une étude de Microsoft sur le sujet très intéressante. Bref, on va parler de plein de choses, pas que de crypto, de piratage, je vais vous parler de Solana, de XRP, de Ethereum, de Coinbase, bref, beaucoup de choses à vous raconter. Et commençons avec le cours des crypto-monnaies. On a un BTC à 85 700 $ plus 1,7%, Ether est repassé en dessous des 2000 $. XRP a connu une hausse hier, je vais vous expliquer pourquoi. Et on va commencer avec la Fed. On a eu les taux d'intérêt de la Fed qui n'ont pas changé. Et la Fed maintient en fait la baisse des taux directeurs qui était prévue en décembre de 0,5% d'ici la fin de l'année. Donc on reste sur ce qui était attendu. Cette baisse ne change pas grand-chose, c'est ce que le marché, on va dire, avait anticipé. Il faut maintenant voir si cette baisse si la Fed ne prévoit plus cette baisse d'ici la fin de l'année, là ça va inquiéter les marchés. On peut s'attendre à une baisse, on va dire, globale, mais si on reste à ce niveau-là, c'est bon, il faut juste que ça ait lieu, cette baisse, avant la fin de 2025. Et je vous ai dit news autour du piratage. Regardez, là on a ce tweet de Rabi qui nous explique que un nouvel outil, une sorte de nouveau virus, un nouveau trojan a été découvert par Microsoft. Et je vous montrer tout de suite en fait la source de la news, c'est Microsoft qui ont fait une analyse, ils ont fait un article détaillé sur le sujet. L'outil s'appelle Stilashi Rat. C'est un outil qui a pour but de voler les crypto-monnaies, de voler les wallets en fait des cryptos qui sont sur les navigateurs. Et on va voir tout ça, je vais vous expliquer simplement comment ça marche, mais tout en regardant des choses assez techniques. C'est un outil qui cible le navigateur Chrome. Donc là, il est disponible que sur Chrome. Tout ça, tout ce que je vais vous dire, c'est disponible, enfin c'est sur des conditions particulières de navigateur, de wallet, etc. Mais dites-vous que ça peut exister sur tous les navigateurs. Ça peut exister sur Firefox, ça pourrait exister sur plein d'autres choses. Donc là, c'est un logiciel malveillant qui va aller voler les wallets crypto qui sont installés sur les navigateurs Chrome. La liste des navigateurs concernés, c'est du BitGet Wallet, du Trust Wallet, Tronlink, MetaMask, TonPocket, BNB Chain, OKX Wallet, Sui Wallet et beaucoup d'autres. Ce qui est assez étrange, c'est qu'on voit pas Rabi, alors qu'il est largement utilisé. Phantom est concerné et beaucoup d'autres. Et en fait, qu'est-ce qu'ils font? Vous savez, les navigateurs, comment ça marche? En fait, les extensions de wallet sur navigateur, il y a un fichier sur votre ordinateur, le fichier du portefeuille, qui est un fichier chiffré. Donc ce fichier contient vos diverses clés et tous les secrets qui nécessaires pour aller manipuler vos crypto-monnaies. Et c'est ce fichier qui est volé par ce logiciel malveillant. Vous allez me dire ensuite avec le logiciel chiffré, le fichier chiffré, l'attaquant peut pas faire grand chose, mais en fait non. L'idée c'est que cet outil, en plus de voler les wallets, il vole aussi les logins mots de passe qui sont contenus, enregistrés sur Chrome. Vous savez la fonctionnalité que Chrome vous propose de sauvegarder votre mot de passe sur tel ou tel site, et ben ce fichier peut aussi être volé et le logiciel arrive à voler ces données de manière déchiffrée. Donc en fait, il va voler les wallets, il va prendre les mots de passe, il va essayer ensuite les mots de passe, là on sait la supposition, mais il va essayer les mots de passe sur ces wallets qui ont été volés. Et même si ça marche pas, l'autre chose qu'il fait, c'est de pouvoir en fait voir le presse-papier. Vous savez qu'en fait copier-coller, etc. de login, de mots de passe, de clés, et ben ça va monitorer ce que vous allez copier et ça va ensuite obtenir ces informations. Par exemple, il va détecter si vous avez une adresse Tron, une clé Tron, un mot de passe Tron, il vérifie tout ça et il va aller le copier et le garder pour lui et l'envoyer à distance au serveur distant. Ou par exemple, si vous avez copié votre site phrase depuis un fichier texte ou autre et vous l'avez collé dans le navigateur par exemple sur MetaMask pour l'importer, et ben l'attaquant il va la prendre à ce moment-là. Il peut aussi en théorie prendre ce que vous allez taper. Donc vous tapez votre mot de passe pour déverrouiller le navigateur, j'arrête pas de dire navigateur, pour déverrouiller le wallet. Et ben sachant qu'il a déjà le fichier et qu'il a le mot de passe maintenant, il peut faire ce qu'il veut. Donc vraiment, là, ça montre encore une fois quelque chose qu'on m'a beaucoup demandé, c'est mais à quoi ça sert un ledger en fait? À quoi ça sert un wallet physique? Et ben ça sert aussi à ça. Ça sert à ne pas être victime de piratage quand votre PC est compromis. Ça veut dire en fait que la clé va rester sur le ledger et même si le pirate arrive, on va dire, à tout compromettre votre navigateur Chrome, il pourra pas sortir les données qui sont sur le ledger. C'est ça vraiment l'utilité d'un ledger, mais je pense que ça j'ai plus besoin de le présenter. Vous savez comment ça marche. Et donc là, c'était intéressant de vous montrer aussi les risques. Voilà, quand on fait n'importe quoi, quand on télécharge des logiciels de n'importe où, vous risquez de prendre des virus avec.
Et d'ailleurs, il y a une autre news qui est tombée sur le sujet, c'est un logiciel TradingView, beaucoup de personnes utilisent TradingView. Sur le forum Reddit, il y a des hackers qui postent des messages en disant regardez, j'ai trouvé une version craquée de TradingView Premium qui est gratuite, et même dans les commentaires, la personne se met à aider l'utilisateur à installer l'outil, mais au final l'outil, ils volent les mots de passe, ils volent les wallets, etc. Un peu comme ce que je viens de vous montrer. Donc ça cible les utilisateurs, les traders et ceux qui font des cryptos pour leur prendre leur argent. Donc vraiment, attention, n'allez pas sur des sites bizarres pour télécharger des logiciels. C'est quelque chose là, moi je m'en souviens depuis que je suis petit, les logiciels craqués, beaucoup de fois contiennent des virus. Donc vraiment, soyez extrêmement vigilants. Ne vous dites pas c'est bon, j'ai un antivirus, je peux faire ce que je veux. Il y a un autre débat, mais certains... Moi je fais plus partie de l'équipe où il y a pas vraiment besoin d'avoir un antivirus si vous ne téléchargez pas n'importe quoi, si vous vous contentez d'aller sur les sites officiels. Et de toute façon, les vrais pirates qui vont essayer de faire des choses très poussées, sont malheureusement pas détectés par les antivirus. Donc bon, je pense que ma recommandation, c'est vous avez un ordinateur Windows, il y a probablement Defender dessus, c'est l'antivirus par défaut de Windows qui est suffisant, il n'y a pas besoin de rajouter autre chose, il y a surtout besoin de faire attention à vos habitudes et à ne pas faire n'importe quoi. Aussi attention à ce quand vous êtes sur Google et vous allez sur des sites, il y a souvent des fausses publicités, des faux sites qui sont sur Google. Je voulais vous parler de Swissborg, le partenaire de la chaîne, et je voulais faire un zoom sur la fonctionnalité Auto-Invest de Swissborg qui permet de vous renforcer régulièrement sur le marché. On va pas se mentir, le marché actuellement il est pas top, mais c'est peut-être l'occasion aussi de se renforcer sur certaines cryptos qui vous intéressent. Et regardez, on va aller sur la fonctionnalité Auto-Invest et c'est très très simple. Vous allez en fait choisir à quelle fréquence vous voulez acheter une crypto donnée et la crypto avec laquelle vous voulez acheter cette crypto ou la monnaie fiat par exemple. Donc supposons que vous voulez vous renforcer sur du Bitcoin. Et bien vous allez indiquer à quelle fréquence vous voulez acheter du BTC, si c'est tous les jours, toutes les semaines, tous les 15 jours, tous les mois, et vous choisissez quand est-ce que ça commence. Maintenant, ou si ça vous intéresse de définir une heure précise, vous pouvez aussi très bien le faire. Et voilà, ça se termine pour la planification. Vous choisissez la crypto avec laquelle vous voulez acheter, donc de l'USDC. Donc supposons que je vais acheter pour 10 euros tous les jours de Bitcoin. Et ben voilà, ça me dit le récapitulatif. Tous les jours, ça va acheter du BTC, l'horaire à laquelle c'est fait, le montant que j'achète, et les frais, vous avez 0,5% ici affiché. Et c'est bon, c'est fait, je viens de lancer un auto-invest pour le Bitcoin. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, vous avez le lien dans la description si ça vous intéresse. Vous avez jusqu'à 50 € en BTC offerts à l'inscription, les détails dans l'application. Parlons maintenant de XRP. On a eu le président de XRP qui a fait une annonce assez inattendue, en tout cas sur Twitter hier, en annonçant que c'est bon, la SEC laissait tomber l'affaire contre Ripple et qu'il n'allait pas faire appel dans le procès face à Ripple. Donc il dit que c'est une très bonne chose et on va vraiment, pour enfin terminer cette histoire, effectivement c'est une très bonne nouvelle pour Ripple, pour XRP, le token a un peu augmenté suite à ça, depuis ça s'est tassé, mais c'est clairement une bonne chose. Maintenant, il faut juste rappeler les choses. C'est que la décision de justice favorable à Ripple et aussi défavorable d'une certaine manière à Ripple a déjà eu lieu. Et là c'est l'appel qu'avait fait la SEC contre cette décision. On rappelle aussi c'était quoi la décision de justice, c'était que les tokens XRP échangés sur les plateformes centralisées, donc les jetons XRP qui sont vendus et achetés sur les plateformes centralisées ne sont pas considérés comme des securities. Donc ça c'est une très bonne nouvelle. XRP n'est pas une securities quand vous l'achetez sur Coinbase, Binance, Swissborg ou autre. Mais ce qui est considéré comme des securities, c'est pour ça que je dis c'est à moitié une victoire cette décision, c'est que les ventes faites par Ripple de tokens XRP à des institutionnels sont eux considérés comme des securities. Et là on n'a pas de détails de qu'est-ce qui va se passer autour de cette décision. C'est flou, on ne sait pas exactement si ça reste en l'état, ça veut dire que ça n'a pas bougé, il y a peut-être eu, je sais pas, honnêtement là c'est le flou total sur ce qui va se passer à ce niveau-là. Donc je vous tiendrai au courant. En tout cas, pour le futur du token XRP disponible à l'achat sur plein d'exchanges, ça c'est pas problématique. Ça enlève quand même plein de contraintes qu'avaient un certain nombre d'exchanges qui voulaient pas lister des securities, donc ça reste une bonne chose. Maintenant, je pense aussi que ça ouvre la voie à Ripple pour faire une ICO. D'ailleurs, le patron de Ripple a dit qu'il pensait faire une ICO, qu'il pensait que Ripple allait avoir le XRP listé comme un ETF aussi bientôt en 2025. Donc il y a plein de choses positives qui sortent de tout ça, mais j'attends de voir vraiment, moi c'est le dernier point de comment ils vont gérer l'aspect vente de tokens XRP à des institutionnels. Ensuite,
Je voulais vous parler de Solana et des premières ETF Solana futures. Donc c'est pas les spot ETF, c'est les contrats futurs basés sur Solana. Et ben vont arriver aux États-Unis là aujourd'hui ou demain. Ça va se faire via via Volatility Shares LLC. C'est une société spécialisée sur ça. Ils vont sortir deux ETF, un sur le Solana contrat futur Solana ETF et l'autre en effet levier x2. C'est une bonne chose, c'est un peu une acceptation tacite de la SEC comme quoi Solana ne serait pas des securities, ça serait une commodities, mais c'est pas une validation finale. On attend maintenant les prochaines étapes et de toute façon pour moi il n'y a pas de doute qu'on devrait avoir les ETF Solana XRP au cours des prochains mois aux États-Unis et c'est une bonne chose. C'est pas ça qui va venir faire exploser toutes ces cryptos, mais c'est une bonne chose. Ça va permettre une adoption par les institutionnels et par d'autres sociétés qui veulent pas forcément aller acheter des cryptos directement, ils pourront le faire via des ETF. Je pense aussi moi que le staking est nécessaire, notamment pour les ETF Solana. Sinon, l'inflation est juste trop élevée et les gens qui ne stake pas, qui passent via les ETF, vont se faire trop diluer. Ensuite, Coinbase. Coinbase a publié des informations sur la quantité d'Ether qui stakait. On avait des estimations, mais on ne savait pas exactement combien. Et là, on a la quantité, c'est 11% de tous les Ethers qui sont stakés sur le réseau Ethereum sont stakés sur Coinbase. Ça représente à peu près 3,84 millions d'Ethers. Alors, qu'est-ce que ça représente par rapport à tout le reste qui est staké sur Ethereum? Eh ben, c'est à la deuxième place en fait de tous les validateurs Ethereum. À la première place, on a Lido. Alors certains disent que Lido c'est pas une seule entité parce qu'effectivement il y a plein d'autres sous-entités à Lido, c'est assez diversifié, mais il reste quand même cette entité globale, le DAO Lido qui chapeaute un peu tout ça. On a ensuite Coinbase maintenant à la deuxième place. Là, ça liste 8% sur ce Dune Dashboard, mais en fait, je vous l'ai dit, c'est 11%. On a Binance ensuite autour de 6%. On a Etherfi autour de 5%. Donc intéressant ce qu'Etherfi a réussi à faire en quelques temps. Ça n'existait pas, Etherfi, il y a 2 ans. Kiln ensuite, c'est pour les institutionnels. Il y a plein d'institutionnels qui délèguent le staking à Kiln. Par exemple, Ledger ou Swissborg. Quand on fait du staking, ça passe par Kiln. On a Kraken aussi, un exchange dont on a pas mal parlé. Figment aussi, c'est pour les institutionnels. Il me semble là, par exemple, on a Bitvavo qui passe par Figment. Donc, il y a plein d'entités et c'est bien parce qu'il faut une décentralisation. Il faut qu'il n'y ait pas une seule entité qui gère tout. Et le 27% de Lido, à un moment, il a failli frôler les 33% et au final, on est repassé en dessous et tant mieux. Au bout de 33%, on rentre dans un territoire un peu dangereux où l'entité qui a suffisamment d'Ether, plus de 33%, peut réaliser certaines actions de type empêcher la finalité, un certain nombre de choses qui peuvent être assez embêtants pour la blockchain. Ils ne peuvent pas censurer, mais ils peuvent compliquer les choses. Et d'ailleurs, Coinbase, on a cette analyse de Geoffrey Kendrick qui travaille chez Standard Chartered qui nous dit en fait que Coinbase a vendu 12 000 Ethers sur le 4e trimestre de l'année 2024. Et ça, c'est perçu comme une mauvaise chose, et c'est vrai, parce que ça crée une pression vendeuse sur l'Ether. Et ils disent en fait qu'on a Coinbase qui a construit ce layer 2 base, qui collecte un certain nombre de frais sur le réseau, sur cette blockchain-là, les utilisateurs payent des frais de transaction en Ether, et Coinbase ensuite se met à vendre ses Ethers sur le marché. Donc c'est pas vraiment aligné avec les holders d'Ether sur le long terme. Coinbase, ils disent en effet, ils collectent des Ethers et ils vendent une partie des Ethers, mais ils ont aussi une quantité d'Ether qu'ils gardent sur du long terme. J'ai pas eu cette quantité, je vais pas trouver l'information sur cette quantité, mais ils ont dit qu'elle a augmenté de 20% sur l'année 2024. Donc ils sont quand même en train d'accumuler quand même de l'Ether, mais pas totalement, et c'est normal, c'est un business Coinbase, hein. Leur objet principal, c'est comment donner de la valeur à leurs actionnaires, et si pour donner de la valeur à leurs actionnaires, il faut vendre les Ethers, ils vont vendre les Ethers, tout à fait logique. Il faut que le réseau Ethereum arrive à trouver un équilibre où il arrive à capter de la valeur, donc c'est ce qu'il fait actuellement, mais en trop faible quantité de tous ces layers 2. Il faudrait trouver quelque chose pour augmenter le nombre de L2 ou augmenter la quantité payée par les L2. C'est tout le débat actuellement qu'il y a sur le réseau Ethereum, et c'est pour ça que certains ne croient plus qu'Ethereum a un avenir énorme en tant que réserve de valeur, même si pour d'autres ça l'a jamais été. Moi je suis plus de l'optique Ethereum en tant que pétrole numérique. C'est ce que je vous avais dit aussi la dernière fois. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, et je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao ciao.